judiciaire peut zoomer, repérer des attitudes de l'enfant, s'approcher de lui, repérer un détail sur une main, une position, etc. Tout ça, c'est inaudible pour lui, la caméra est silencieuse, elle bouge simplement. Aujourd'hui, nous essayons de comprendre à quoi sert cette salle, une salle d'audition, donc qui est moderne, avec équipement donc vidéo, une salle pour les enfants, c'est ça? C'est une salle d'audition pour les mineurs victimes. C'est l'élément clé des unités d'accueil pour l'enfance en danger. C'est un élément où on va recueillir les propos, recueillir la parole de l'enfant, sa parole exprimée de toutes les façons, y compris exprimée corporellement, ce qu'on appelle le non-verbal, devant une situation où l'enfant a été victime d'une maltraitance que l'on veut préciser sans être trop vulnérant envers lui et sans lui imposer un cadre qui soit un cadre qui ressemble plus à un interrogatoire qu'à un entretien. Ici, on s'entretient avec l'enfant et on essaie d'obtenir sa parole. Alors, quel est le cheminement suite à cette audition de l'enfant dans cette unité médico-judiciaire? Alors, le premier temps, c'est ce recueil ici de la parole qui est aidé par les psychologues qui vont participer et être derrière la glace sans teint et aider les enquêteurs à poser des questions, poser les bonnes questions, à repérer les éléments chez les mineurs. Et puis, le deuxième temps, à partir de ce propos, à partir de ce qui a été recueilli, va être un temps d'examen médical. Le mineur a évoqué des faits qui étaient des faits répétés. Eh bien, on va rechercher si des lésions sont anciennes, si elles ont laissé des cicatrices, si elles ont modifié l'anatomie du mineur et si on peut avoir des preuves à reprendre. C'est un élément qui va nous permettre aussi de ne pas reposer des questions qui sont difficiles à un mineur en lui redemandant de décrire des faits, une scène ou plusieurs scènes qui ont été des scènes de violence envers lui. Donc on va avoir ce moyen de connaître un petit peu son histoire et ensuite de se consacrer uniquement au médical, aux soins qu'on peut lui porter, aux constatations médicales qu'on peut avoir, sans être obligé de le faire relater de nouveau des faits qui sont véritablement traumatiques. Et dernier temps, et pas le moindre, c'est celui de l'évaluation avec une psychologue spécialisée aux UMJ, à l'unité médico-judiciaire, qui va reprendre un peu l'histoire, mais surtout évaluer la souffrance psychique, évaluer la personnalité du mineur, comprendre si elle est altérée par cette souffrance, si elle a été modifiée, s'il y a des éléments qui indiquent bien que les violences ont eu lieu, là on est aussi dans le cadre de la preuve, et si elles ont eu lieu, de proposer des solutions pour l'aider, le supporter, lui donner des moyens de se reconstituer, et des moyens aussi d'aborder l'enquête judiciaire qui va être longue, qui va être sur des temps difficiles, au départ très rapide, il y a un fait qui est révélé, on est dans la flagrance, il faut vite répondre, et puis il y a un temps qui va être beaucoup plus long que le temps du juge d'instruction, où on a souvent plus de nouvelles, et puis un temps qui va être un temps où on va réexposer ces faits, mais cette fois-ci en public, et c'est celui de la cour d'assises avec une épreuve qui est une épreuve particulière. Et donc vous, justement, vous êtes présent, y compris auprès du juge d'instruction, par rapport aux preuves que vous pouvez apporter? Tous les éléments qui vont être recueillis vont servir à l'instruction et vont être questionnés, soit les éléments psychologiques, soit les éléments qu'on a recueillis comme une lésion particulière, les photos qu'on aura prises avec nos colposcopes, ce sont des appareils avec une vision très grossissante. Tous ces éléments-là vont être utilisés pendant l'instruction et ces éléments vont être débattus et questionnés devant une cour d'assises où les questions vont venir de la part du président et des juges et des jurés comme question d'explication. Que veulent dire nos constatations? Comment est-ce qu'on peut leur expliquer dans un langage qui soit un langage compréhensible? Et puis des questions qui vont venir de la partie civile, de l'avocat général, donc de l'accusation, et puis des questions qui vont venir, qui vont essayer de défendre l'auteur, qui sont les questions de la défense, dans le droit normal à la défense. Alors, cette salle, elle est configurée de cette façon depuis 2021, c'est ça? Alors cette salle, elle a une
histoire un peu plus ancienne, mais Oui. maintenant elle a un poids particulier puisqu'elle s'inscrit comme pilier un petit peu d'une unité d'accueil pour l'enfance en danger qui est mise en place, qui a été structurée et qui s'ouvre sur le GEF à Jeucigny, avec contribution des pédiatres, contribution de la pédopsychiatrie et possibilité d'accueillir plus largement les enfants, c'est-à-dire en dehors de procédures judiciaires, pour des procédures pour lesquelles on va mettre des moyens de protection. Et peut-être que ces auditions filmées iront sur le bureau d'un juge des affaires familiales et elles seront importantes, même si on n'est pas dans le pénal. Elles iront peut-être aider la cellule de recueil des informations préoccupantes parce que le discours de l'enfant sera très utile et on pourra envisager peut-être des mesures de suivi éducatif, de soutien de la famille, en dehors de choses qui sont purement pénales. Donc on essaie d'élargir, on essaie d'aller du domaine du constat du délit ou du crime vers de la prévention, et c'est tout l'intérêt et toute la philosophie de ces unités d'accueil pour l'enfance en danger. En face de lui, il y a l'officier de police judiciaire ou l'enquêteur qui pose des questions. Et ici, ils sont aidés donc avec l'officier de police judiciaire présent pour cette partie, pour l'enregistrement, une psychologue, quelquefois le médecin légiste, pour pouvoir aider un petit peu, repérer des éléments, essayer d'avoir les meilleures informations pour l'enfant qu'on est en train de filmer. Repérer aussi un moment de fatigue, parce qu'il faut instituer des pauses, il faut qu'il y ait des choses qui soient faites autrement chez les mineurs. Un protocole qui est dérivé d'un protocole canadien qui est assez complexe, mais qui permet un petit peu de prendre contact avec l'enfant, de discuter de sa vie, de voir comment il s'exprime, avant d'arriver à des questions qui sont relatives aux faits. Donc ça laisse le temps d'avoir son vocabulaire, son phrasé, son débit, et de voir si devant une question qui va être difficile, il va arrêter de parler, ou s'il va de seul coup parler beaucoup plus vite parce qu'il est très stressé. Et voilà, ces éléments-là, ils vont avoir une grande utilité, et en commençant par des choses qui sont très larges, plus importantes quand c'est des petits, et puis moins importantes lorsqu'il va s'agir de préadolescents et d'adolescents, où on peut là poser des questions, presque des questions d'adultes. Donc c'est ici qui est le centre un petit peu de ces auditions filmées, et des DVD qui vont sortir. Ce sont des DVD qu'on va pouvoir remettre au magistrat, qui va pouvoir à son tour les visionner. D'accord. Et entendre, être comme s'il avait assisté, n'étant pas là, mais comme s'il avait assisté à l'audition. Et c'est souvent des DVD aussi qui sont entendus, en tout cas en partie, dans des cours d'assises, parce qu'il va falloir entendre la parole de l'enfant. Et cette parole, du moment où il était le plus concerné par ce qui lui arrive, parce qu'avec le délai de 3 ans, l'enfant il a pris 3 ans, puis l'enfant il a peut-être pris aussi le passage de l'enfance à l'adolescence, ou de l'adolescence à l'âge adulte. Entre 15 ans et 18 ans, ou entre 9 ans et 12 ans, il s'est passé énormément de choses. La perception évolue. La perception évolue, la mémorisation évolue. Donc là, on va avoir conservé au mieux, au plus proche de la révélation, ses réactions, ses ressentis, ses impressions, les détails, son vécu, les détails, toute une série de choses qui ne vont pas être perturbé par une autre mémorisation, un récit qu'on peut se faire, qui peut être imaginaire, ou qui peut être un récit en tout cas de tranquillisation. On a besoin de se construire, lorsqu'on a vécu un événement très douloureux, de se construire une histoire. Donc là, on l'a au plus près, au plus direct, et on n'a pas besoin de redemander à l'adolescent s'il se souvient exactement des détails. On va les avoir plutôt de façon très cruelle, difficile en tout cas dans les cours d'assises, quand on est 3 ans après, et encore pire dans les appels de cours d'assises, on est 6 ans après. Donc là, on va avoir quelqu'un qui va même être saturé par ce poids judiciaire. Et là, donc, l'OPJ repart avec directement. C'est lui qui prend le DVD. L'OPJ repart avec les DVD. Voilà, il peut en avoir autant qu'il en veut.
Donc ils sont au minimum doubles, c'est le principe, mais il peut en avoir plus que ça, et la gravure ensuite va être supprimée de manière à ce qu'il n'y ait qu'un recueil qui soit fait et qu'il n'y ait pas de risque de fuite de documents qui auraient été enregistrés. D'accord, donc vous-même, vous n'avez pas d'archives spécifiques concernant cela? Non, nous-mêmes, on peut les avoir à partir du moment où on a une mission d'instruction et le DVD va nous être confié, on a ces éléments. D'accord. Et ils sont là, on est complètement dans le cadre d'une mission judiciaire. Et puis, si ce sont des enfants qui sont confiés pour un pré-entretien par l'UAPN, eh bien, celui qui va animer l'entretien va être un soignant ou un psychologue qui va recueillir ces éléments et ultérieurement, eh bien, ils entreront dans une procédure si besoin, ce qui est quand même la grande avancée des UAPN. D'accord. Une audition dure combien de temps en moyenne, vous savez ou pas? Alors une audition, ça va forcément être très réduit chez un tout jeune, on dit qu'ils ont une vingtaine de minutes chez les tout petits, et puis on va pouvoir aller jusqu'à 3/4 d'heure d'audition, 1 heure au maximum, chez des adolescents 16 ans, sur lesquels on va pouvoir avoir des détails. Bien évidemment, on peut la scinder et la couper un petit peu, donc le jeune enfant sur lequel il y a eu des éléments importants, eh bien, il peut y avoir 2 sessions d'une vingtaine de minutes si nécessaire, mais qui seront entrecoupées. Et c'est là l'intérêt d'avoir du personnel soignant par un temps où on va avoir un petit jus d'orange, une pause, voilà, repartir des choses très infantiles, avant de revenir sur des questions. Et ce temps de pause est aussi un temps très utile parce que les enquêteurs et le psychologue qui est présent et qui pilote, du moins qui aide à leur enregistrement, vont pouvoir débriefer un petit peu, orienter, imaginer les questions qu'on peut poser et comment les poser, ce qui fait que la deuxième partie d'audition va être une audition favorable. Il n'est pas question effectivement de faire des auditions très longues, très pénible, sauf risquer une erreur, parce que l'enfant fatigué va vous répondre oui, soit pour vous faire plaisir, parce que si c'est un très jeune enfant, l'adulte qui est en train de demander un nom d'un auteur, eh bien, au 6e nom, il va vous dire oui. Oui. Parce qu'il semble que ça vous fait plaisir, ou parce que ça fait 6 fois qu'on lui pose la question, il va vous dire oui aussi, parce que il en a assez, et on risque de tomber sur quelqu'un qui n'est pas du tout impliqué dans l'histoire, sur lequel c'est ton cousin, non, c'est ton oncle, non, c'est ton grand-père, oui, et le grand-père il est peut-être pour rien, mais c'est le 6e dans la liste, donc voilà, on peut tomber sous cette forme-là. Donc il faut éviter ce genre de choses, c'est vraiment très important qu'on ait une technique, des éléments, et qu'on retravaille beaucoup. On a des sessions de formation de formateurs, on retravaille, on reprend ces éléments avec des pédopsychiatres, avec des pédiatres, avec des gens qui sont véritablement habitués à faire ce genre d'audition filmée pour pouvoir avoir la meilleure qualité possible et en tout cas ne pas commettre des erreurs qui risqueraient d'égarer un petit peu l'aide judiciaire ou d'arriver sur des choses difficiles. Avec des enfants qui, quelquefois, vont avoir aussi des techniques d'évitement. Ils vont inventer une histoire. C'est le grand monsieur bleu qui m'a fait toutes ces choses. Parce que c'est plus facile de dire le grand monsieur bleu que papa. Et donc, pour se protéger, pour ne pas être dans des conflits aussi de loyauté, avec ce qu'on appelle les caregivers, c'est-à-dire les figures d'attachement. Les figures d'attachement primaires, c'est d'abord la mère et puis ensuite le père. Et donc, pour ne pas être dans un conflit de loyauté, ben, l'enfant va s'inventer une histoire. Ça ne peut pas être papa qui me fait mal, ça peut pas, encore plus, ça ne peut pas être maman. Or, la médecine légale nous dit bien que les mères et les pères peuvent être impliqués. Malheureusement, pour les mineurs, c'est dans le milieu très clos que se passent les choses, en tout cas chez les jeunes mineurs. Et donc, les enfants que vous voyez passer, c'est de quel âge à quel âge à peu près? Alors les enfants, on les voit passer à tout âge. Vraiment à tout âge. Bien évidemment, dans les auditions, il faut avoir des enfants qui ont
plus de 2 ans, mais certains psychos arrivent à avoir des éléments. Et on a une moyenne d'âge chez les mineurs victimes d'agressions sexuelles qui est aux alentours entre 8 et 9 ans. Je dis bien moyenne d'âge. Eh bien, merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Merci à vous.